Bonjour, vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Alors je vois qu'il n'y a pas encore la totalité des connexions. On va attendre quelques minutes que les autres arrivent. Bien, écoutez, je pense qu'on va démarrer. Vous êtes presque tous là. Alors, donc aujourd'hui, on va faire 1 heure et demie de cours et puis après, on fera 1 heure et demie de TD. Alors, on s'était arrêté sur ce slide-là, c'est-à-dire qu'on avait commencé les matrices thermodurcissables et on avait commencé par parler de la résine la plus répandue, la plus utilisée, c'est les résines polyester insaturées. Donc, si on se remet un petit peu dans le bain, je reviens un petit peu en arrière. Les résines polyester insaturées, donc ce sont des polyesters qui ont la spécificité d'avoir des doubles liaisons dans leur chaîne polymère. Et ce sont ces doubles liaisons qu'on va copolymériser par voie radicalaire avec un autre monomère. Donc ça va être considéré, même si c'est contenu dans une chaîne polymère, comme un monomère. On va le polymériser, c'est-à-dire qu'on va ouvrir cette double liaison pour le lier de façon covalente à d'autres carbones. Voilà, ça c'était pour replanter un peu le décor. Donc, quels sont les monomères? Et on avait parlé de ça
qu'on peut copolymériser, qu'on peut utiliser pour copolymériser avec la double liaison de la chaîne polyester. Donc, on avait dit le styrène et toutes les variantes de ce monomère-là. Donc, l'alpha-méthylstyrène, le chlorostyrène, le tertiobutylstyrène, le vinyltoluène. Des acrylates, bon, le plus connu, le MMA, métacrylate de méthyle. Et puis après, des monomères qui possèdent des fonctions allyliques. Donc, ce monomère-là, eh bien, il a deux fonctions allyliques. Donc, c'est un monomère avec une fonctionnalité de 2. Et un monomère qui a une fonctionnalité de 3, qui est triallylique. Et donc, qui va conduire à beaucoup plus de réticulation. Il faut dès à présent savoir reconnaître la fonctionnalité d'un monomère. Ça va vous servir dans des exercices et si vous n'avez pas à les reconnaître, vous allez vous tromper dans vos calculs. Alors, donc j'avais présenté les monomères la semaine dernière. Je rajoute un petit complément. Donc ces monomères, ils vont avoir plusieurs rôles. Un rôle initialement de solubiliser la chaîne polyester. Donc ça va jouer le rôle de solvant. Il faut qu'ils soient miscibles avec le polyester. Tous ces monomères sont miscibles avec les chaînes polyester et vont dans un premier temps le solubiliser. On ne doit pas oublier qu'on doit faire de la mise en œuvre. Il faut que notre matrice vienne mouiller les renforts. Donc, si ça c'est solide, si le polyester est solide, ça va nous permettre de le solubiliser. Il faut connaître les familles. En gros, tu as quoi à connaître? Styrène et ses dérivés, MMA et des monomères allyliques. Voilà. Si c'était une question de cours, c'était ça la réponse sur laquelle j'attendrais. Voilà, avoir une idée sans forcément dans le détail. OK. Voilà ce que je voulais insister. Donc, des monomères qui sont miscibles avec le polyester pour le solubiliser. Et le ratio entre les deux, on le verra dans un slide, les pourcentages vont nous permettre d'ajuster la viscosité du polyester, toujours dans le principe, je me répète, que ça vienne mouiller correctement les renforts. Quand je dis qu'on vient copolymériser la double liaison du polyester avec un de ces monomères, on peut faire des variantes, c'est-à-dire on peut en prendre pas un, mais on peut en prendre deux. C'est l'étude qui est présentée en dessous. Ici, c'est une étude où on a copolymérisé un polyester avec deux monomères, le styrène et le MMA. Pourquoi rajouter du MMA dans cette étude? C'est parce que l'intérêt, c'est qu'il apporte de la transparence. Donc, l'objectif de cette étude avait été de faire un matériau qui soit résistant aux intempéries. Et le fait d'ajouter du MMA, ça permettait aussi d'apporter de la transparence. Donc, cette étude avait été faite de façon évidemment comparative, c'est-à-dire il prenait toujours le même poids de polyester, il prenait toujours le même poids de monomères, mais le ratio entre les deux monomères variait dans cette étude. La première essai ici ne contenait que du styrène et petit à petit, ils augmentaient la quantité en MMA pour obtenir jusqu'au dernier essai que du MMA. Et donc, ils ont pu estimer avec ces différents matériaux les performances du matériau pour résister aux intempéries et déterminer le ratio entre les deux monomères à utiliser pour avoir les résultats optimums. Voilà. Donc ça, c'était un exemple, c'est pas non plus à retenir, pour montrer qu'on n'est pas obligé de prendre qu'un seul monomère, mais on peut en prendre aussi deux. En fin de compte, c'est une interpolymérisation qu'ils ont fait dans cette étude. Je vous laisse une minute pour noter quelque chose, si vous voulez. Une question, oui? Oui, madame, bonjour. Je voulais vous demander, du coup, ce tableau-là nous sera donné si, par exemple, on doit faire un mélange polyester, styrène et MMA. Ah, si c'était le support d'un exercice, oui, il sera donné. Ça peut Oui, pas, ce tableau-là ne peut pas être une question de cours. Donc, oui, les questions de cours de ce slide, c'est de dire on copolymérise la double liaison du polyester avec un styrène ou un dérivé.
éventuellement avec du MMA ou éventuellement avec un monomère allylique. Oui, c'est ça, parce que ce sont des expériences qui ont été faites et qu'on a trouvé que ce pourcentage-là donnait ce genre de résultats. Voilà. Ça, c'est une étude qui a été faite et c'est une analyse des résultats. Donc, D'accord. ce n'est pas des questions de cours. Hein. C'est un Ok, exemple que l'on peut prendre deux monomères de cette liste-là. ça marche. Merci. Voilà. Je peux passer là? Ok. On va voir un petit peu plus en détail, si vous ne visualisez pas, la chimie de ce qui se passe. Ici, en haut, est dessinée une chaîne polyester insaturée, forcément. Dans le cas qui m'intéresse, on est en train de faire les polymères thermodiursissables et les polyesters sont forcément insaturés. Tous les monomères qui les constituent ne sont pas forcément insaturés, mais certains le doivent l'être. C'est ceux qui sont entourés en pointillés. Ici, on voit, on a utilisé un diacide ou un anhydride qui était insaturé et on le retrouve ici. Ok ? Ici, on voit qu'on utilisait un diacide aromatique. Il est considéré comme saturé puisque ça ne peut pas participer à notre réaction chimique. Donc, je reprends. On achète chez le fournisseur un polyester insaturé. On va en mettre, ce que je vous disais, un certain ratio pour ajuster la viscosité du mélange, donc 30 à 40% en masse de styrène par rapport au polyester. À titre d'information, c'est pas à connaître. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va joindre par la réaction de copolymérisation deux chaînes, même plus évidemment, polyester entre elles, en copolymérisant, donc en ouvrant cette double liaison. Ici, on voit qu'elle a été ouverte, elle a disparu cette double liaison, et je l'ai accrochée à une autre double liaison qui s'est ouverte via une chaîne polystyrène. Donc, on a bien fait une copolymérisation de la double liaison d'un motif du polyester avec du monomère styrène, puisqu'on voit que la double liaison a disparu ici, s'est accrochée de façon covalente via un segment polystyrène à une autre double liaison qui a disparu lors de la réaction de copolymérisation. Et ça continue, on recontinue un segment polystyrène pour que ça s'accroche encore à une autre chaîne polystyrène. Et ainsi de suite, toutes nos chaînes polystyrène vont être accrochées lors de la réticulation. Est-ce que vous visualisez un petit peu cette réaction chimique? Il ne faut pas se laisser perturber en disant la double est contenue dans un polymère. Oui, on a donc créé un matériau réticulé, un réseau 3D. Ok, donc des fois vous avez un petit peu du mal, ce qui vous perturbe, c'est que la double liaison ici n'est pas dans un monomère, c'est dans la chaîne polymère. Mais on la considère comme une entité polymérisable. Ok, donc ça vous l'avez sur eCampus. Je vais donc continuer, à moins qu'il y ait une question ou qu'on me dise stop. On continue. Alors, quand on va faire cette réaction, la viscosité va augmenter, mais pas tout de suite. Là, ici, on mélange tous les constituants. Donc, je vous en ai annoncé pour l'instant qu'un certain nombre. Je vous ai juste annoncé le polyester et un, voire deux monomères. Dans mon exemple, je vais continuer avec mon styrène. Donc, dans un premier temps, il y a une phase d'induction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de polymérisation. On va voir pourquoi. Puis, il va commencer à se faire des connexions entre quelques chaînes. On a des microgels. La viscosité augmente légèrement. Mais à partir d'un moment, ça va prendre de l'ampleur, la viscosité va augmenter brutalement et diverger. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, les microgels vont commencer à s'accrocher les uns aux autres pour constituer au final qu'un seul macrogel, où tout le monde est connecté. Voilà. Donc, par viscosité, vous pouvez évidemment faire une étude cinétique et suivre cette réaction chimique. Quand vous réalisez votre composite, évidemment, vous ne pouvez pas faire cette étude cinétique. Je continue, tout ça c'est donné. Alors, visualisons un petit peu par des croquis ce qui se passe réellement lorsqu'on passe du microgel au macrogel. Je vous ai dessiné deux chaînes. Une chaîne à gauche
une chaîne à droite. Je vous ai dessiné des unités monomères symbolisées par des S, styrène. On est dessiné là. Dessiné là. Il n'y a pas de solvant. C'est le styrène qui joue le rôle de solvant. Le styrène étant liquide, apporte, lui, sa fluidité. Donc, on fait, c'est une réaction en masse. Il n'y a absolument pas de solvant. Ça serait un problème parce que si on faisait du solvant, après, il faudrait qu'il parte. Or que là, on met tout, on mélange tout. La réaction chimique se passe et il n'y a pas de séchage qui pourrait faire des bulles. Et... Non, ça complexifierait le système. Pas de solvant. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, une chaîne macromoléculaire à gauche de polyester, avec ici, on visualise de temps en temps des doubliaisons dans la chaîne polyester. Une deuxième chaîne polyester, elle aussi, avec ses propres doubliaisons. Ces deux chaînes vont devoir être réticulées en copolymérisant les doubliaisons avec des unités styrène, les monomères styrène que j'ai représentés par des S. Donc, il peut se passer différents événements qu'on va décrire. Premier événement possible, c'est une réaction intermoléculaire. C'est-à-dire que cette doubliaison va devenir, après réaction avec un radical, ici on va voir apparaître un radical qui va polymériser avec ce premier S, ce deuxième S, ce troisième S, et après ce radical va accrocher cette doubliaison. Et donc j'aurai lié mes deux chaînes polymères entre elles. On peut faire aussi une connexion covalente entre les deux chaînes polymères sans passer par le styrène. Vous pouvez très bien faire une liaison covalente après avoir amorcé un radical sur une des doubliaisons. Vous pouvez très bien faire une liaison covalente entre ces deux doubliaisons. Et donc, on lie de nouveau les deux chaînes polymères. Donc ça, c'est des réactions intermoléculaires que j'ai entourées en rouge. On peut faire ça, la même chose, on peut voir les mêmes histoires au sein d'une même chaîne. C'est-à-dire, ici, j'ai pris une doubliaison de cette chaîne à droite qui va copolymériser après avoir introduit des unités styrène avec cette doubliaison-là. Ouais. Donc ça, c'est le pendant de ça. Ça, c'est la même chose. Sauf que en vert, c'est intramoléculaire, en rouge, c'est intermoléculaire. Et ça, c'est le pendant de ça. En rouge, c'est intermoléculaire. En vert, c'est intramoléculaire. Alors, les réactions intramoléculaires, à vrai dire, ne m'intéressent pas parce que ça n'apporte pas de la densité de réticulation. Ce qu'on veut quand on réticule un matériau, c'est lier différentes chaînes polymères entre elles. Donc, les événements entourés en vert vont aussi se produire, mais ce n'est pas ceux-là qui m'intéressent, c'est les événements en rouge. Il y a également d'autres événements qui ne m'intéressent pas, c'est-à-dire que le styrène peut polymériser tout seul à côté, et ça ne m'apporte absolument rien. Un autre événement qui peut se passer et qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire qu'il y a un radical qui se crée sur cette doubliaison de la chaîne polymère, et après insère du styrène, c'est 4 styrène, pour donner un branchement. Ce branchement ne lie pas cette chaîne de gauche à la chaîne de droite. Donc, au final, si on résume, sur tous les événements que j'ai pu décrire, seuls ceux en rouge m'intéressent. Ce sont des événements qui lient des chaînes polymères entre elles. Les autres événements ne participent pas à la densité de réticulation. Je vous laisse noter. On va voir comment on peut jouer sur tout ça. C'est le slide suivant. Enfin, presque sûr. Si on résume l'événement que je veux, c'est je pars d'une doubliaison, je copolymérise avec du S et je retourne sur une doubliaison. Ça, c'est typiquement l'événement que je désire. Donc, on va caractériser des réactions chimiques
Et qu'est-ce qui les caractérise? C'est les rapports de réactivité. Inter, c'est entre. Intra, c'est à l'intérieur. Intra, c'est dans la même chaîne. C'est cette double liaison et cette double liaison-là appartiennent à la même chaîne. C'est intramoléculaire. Donc, je répète, l'événement qui m'intéresse, c'est celui-ci. Parce qu'effectivement, par rapport à celui-ci qui va aussi se produire, je fais intervenir du styrène, j'en ai mis dans le milieu. L'événement qui m'intéresse, c'est celui-ci. Je peux passer? Donc, ce qu'on va discuter après, c'est des constantes de vitesse et rapports de réactivité. Toutefois, avant, je vais évoquer une réaction chimique que l'on souhaite. Alors, tout d'abord, je compare deux monomères qui sont très utilisés. C'est l'anhydride maléique, qui est le pendant de l'acide maléique. Sauf que ça, c'est la forme fermée, c'est la forme condensée de ce diacide. C'est le pendant parce que tous les deux ont une double liaison polymérisable. Et tous les deux, cette double liaison est dans la même configuration, Z. Un chimiste préfère utiliser l'anhydride maléique parce qu'il est beaucoup plus réactif que l'acide maléique. Peu importe, après, dans la chaîne polymère, les unités issues de l'un et de l'autre sont strictement les mêmes. Alors, j'ai évoqué en dessous une réaction d'isomérisation que j'ai présentée pour le monomère qu'ici. Mais cette réaction d'isomérisation, une fois que le monomère est inséré dans la chaîne polyester, cette réaction d'isomérisation se produit pareil. Alors, qu'est-ce que c'est que cette réaction d'isomérisation? Donc, initialement, dans le réacteur, c'est le fournisseur du polyester, hein, c'est pas vous, je suppose que vous achetez votre polyester. Et celui qui a synthétisé le polyester, initialement, il a mis dans le réacteur, par exemple, de l'acide maléique. En présence de traces catalytiques d'acide et du chauffage, il se forme un cation et après, de nouveau, ce cation peut être éliminé, mais lorsqu'il est éliminé, on peut retomber sur l'acide maléique, mais principalement, ça va converger vers l'acide fumarique parce que les substituants sont en position trans et on sait qu'un alcène trans est plus stable qu'un alcène Z. Eh bien, ça, c'est une réaction que l'on va désirer. Pourquoi? Visualisons maintenant le polyester, c'est-à-dire les unités correspondantes à ces diacides dans la chaîne polymère. Donc ici, on aura une unité en configuration E, et ici, on aura une unité en configuration Z. Que tout le monde comprenne, je reviens en arrière, je suis en train de discuter. De la double liaison qui est ici. Initialement, elle est peut-être en configuration Z, et nous, on va sortir tous nos chakras pour que cette réaction d'isomérisation se passe et que cette configuration Z bascule en une configuration E. Je vous annonce tout de suite le résultat. Pourquoi? Parce que quand on va faire la copolymérisation avec le styrène,
il est préférable qu'elle soit en configuration E. Donc, c'est une réaction que l'on désire. Encore une fois, je vous l'ai présentée sur le monomère, mais nous, il faut qu'on la visualise sur la chaîne polyester. Alors, c'est une réaction qui se produit par des traces catalytiques et par un chauffage. Voilà. Donc, ça se fait en chauffage et en présence de traces catalytiques. Donc, ça, c'est une réaction qu'on va désirer. Malgré tout, on ne peut pas non plus chauffer trop, parce qu'on peut aussi provoquer des réactions secondaires sur la double liaison. Cette réaction, on souhaite qu'elle se produise quand on... Désolée, je reviens en arrière. Vous avez acheté votre polyester chez le fournisseur, vous l'avez acheté et les doubles liaisons sont en configuration Z. Quand vous allez copolymériser pour obtenir votre réseau, vous allez donc souhaiter que cette réaction se passe et donc pour qu'elle se passe, il va y avoir des traces de catalyseur et du chauffage. Et plus elle se passe, et mieux le réseau va se former facilement. Mais quand on achète le polyester chez le fournisseur, les doubles liaisons sont en configuration Z. Parce que très souvent, ils sont synthétisés à partir de l'anhydride maléique et de l'acide maléique. Est-ce que j'ai été claire, Olivier? Alors, quand je vais présenter la réaction de copolymérisation, c'est-à-dire qu'on va mettre le polyester en présence du styrène, plus des catalyseurs et du chauffage, pour que la réaction radicalaire de copolymérisation se passe, et en même temps, il y a cette réaction d'isomérisation. Tout va se passer en même temps, par le chauffage et par la présence de traces catalytiques. Alors, pourquoi cette réaction d'isomérisation manifeste-t-elle? Alors là, il faut rentrer un peu dans le détail. Vous avez tout sur eCampus, c'est pour que vous soyez concentrés sur ce que je vais vous expliquer. Mais malgré tout, ça, c'est quelque chose que vous devez par contre être capable de réexpliquer. D'accord? Donc, je vous l'ai donné encore une fois pour avoir toute votre attention. Alors, quand on a une copolymérisation, au final, il y a 4 événements possibles. Vous avez un radical qui s'est formé sur la double liaison de la chaîne polyester. C'est l'acronyme anglais Unsaturated Polyester, les acronymes qui sont utilisés ici. Donc, vous avez un centre actif, un radical, qui s'est créé sur la double liaison de la chaîne polyester. Qu'est-ce qui peut lui arriver à ce radical? 2 événements possibles. Soit il réagit avec du styrène, et dans ce cas-là, on obtient un radical porté par l'unité styrène. Ou alors, à la place de cet événement, qu'est-ce qui peut y arriver? Eh bien, le radical porté par la double liaison de la chaîne polyester réagit avec une deuxième double liaison de chaîne polyester, intra ou inter, c'est pas évoqué là, et on obtient un radical alors porté par une double liaison, une unité de la chaîne polyester. Ces 2 événements étant différents, ils ont leur propre constante de vitesse. On va dire la même chose lorsqu'on regarde un radical porté par une unité styrène. Ce radical styrénique peut réagir soit avec du monomère styrène, soit avec une double liaison d'une chaîne polyester. Ces 2 événements étant encore une fois différents, chacun a sa propre constante de vitesse. Okay, vous avez dû voir ça en copolymérisation radicalaire. Pour caractériser ce genre de système, on définit des rapports de réactivité. Leur définition est normalisée. R1, sa définition, c'est K1 sur K2. R2, sa définition, c'est K22 sur K21. Et les chiffres ont une importance. Le premier chiffre vous indique le centre actif. Le deuxième chiffre vous indique le monomère. Donc, K11, si on dit que 1 c'est relié à la double liaison du monomère et le chiffre 2 au styrène, K11, ça veut dire un centre actif UP point réagit avec un monomère UP.
K1, 2, ça concerne un centre actif UP point, deuxième chiffre monomère, 2, c'est relatif à styrène. Vous retrouvez au-dessus de chaque flèche la constante associée par rapport à ce que je viens d'expliquer, par rapport à cette normalisation. Vous avez compris? Il faut bien visualiser ce que veut dire chaque chiffre. Le premier chiffre, c'est relié au centre actif. Le deuxième chiffre est relié au monomère. Et il faut connaître la définition de R1 et de R2. Pour comprendre maintenant les événements qui nous intéressent, il y a une étude qui a été faite par Grenly qui a modélisé la réaction entre le styrène et la double liaison d'une chaîne polyester. Mais pour simplifier l'étude, il n'a pas pris une chaîne polyester, il a pris une petite molécule organique qui le représente. C'est un diester, pour que ça soit plus simple. Et donc, il a fait son étude en faisant une copolymérisation entre le styrène et un diester en configuration E, et le même diester en configuration Z pour représenter le cas précédent que je vous ai présenté avec mon anhydride maléique ou le motif fumarique. Il a déterminé par des études cinétiques les rapports de réactivité, donc nous on a juste à les interpréter. Alors R1, ça va être toujours 1, c'est relatif à la double liaison du diester, et 2, styrène. Sauf qu'il y a un indice F et indice M selon la configuration de la double liaison. R1F pour fumarique, c'est la configuration en configuration, c'est la double liaison en configuration E. Et M pour maléique, les acronymes des monomères, lorsque la configuration est en Z. S, c'est le styrène. C'est le monomère styrène. Voilà. J'ai présenté un peu le système, c'est-à-dire il a fait 2 études cinétiques. Une première cinétique où il a copolymérisé par voie radicalaire le styrène avec un diester avec cette configuration. Il a déterminé les 2 rapports de réactivité. Il a fait la même étude, sauf qu'il a changé le monomère diester en changeant sa configuration de double liaison. Tout le reste est identique. Il a de nouveau fait une étude cinétique pour déterminer les rapports de réactivité. Voilà. Là, j'ai planté le décor. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est interpréter. Pour l'interpréter, il faut, encore une fois, revenir savoir ce que représentent R1 et R2. Alors maintenant, comment on interprète? On lit les chiffres. R1F est égal, dans cette étude cinétique, 0,07. Donc R1F est très petit devant 1. Je remplace R1F par sa définition, le rapport de K1,1 sur K1,2. Si R1F est très petit devant 1, ça veut alors dire que K1,1 est très petit devant K1,2. Ça, c'est des maths. Et maintenant, je traduis. Le premier chiffre, c'est le centre actif, donc c'est UP point. Et le deuxième chiffre, c'est ici UP ou ici S. Ça nous dit la tendance, ça nous dit qu'est-ce que préfèrent faire les centres actifs. Eh bien, le centre actif IP point va préférer avoir lieu selon l'événement qui possède la plus grande constante de vitesse. Donc UP point préfère agir avec le styrène. OK? Le rapport de réactivité vous est toujours donné. C'est juste interprété. Donc je répète, qu'est-ce que vous devez connaître? Les définitions, et puis après toute l'interprétation qui est là. Vous devez être capable de la ressortir. Mais vous n'apprenez pas des rapports de réactivité. Donc je continue. On regarde le deuxième rapport de réactivité. Il est égal à 0,3. Je dis que c'est inférieur à 1. Je traduis R2. Qu'est-ce que c'est? C'est K de 2 sur K de 1. Donc cette inégalité me dit que K de 2 est plus petit. Pas comme tout à l'heure. Là, il est extrêmement petit. Là, il est juste inférieur à K de 1. Je traduis. Le premier chiffre, c'est le centre actif. Le deuxième chiffre, c'est le monomère. Ici, le premier chiffre, c'est un 2. Donc, c'est un centre actif S point. Avec qui préfère-t-il réagir? L'événement qui est la plus grande constante de vitesse. Donc, S point préfère agir avec le monomère 1, c'est-à-dire la double liaison UP.
Donc, c'est-à-dire, je suis passée d'un centre actif porté par une double liaison qui a accroché du styrène, un certain nombre de styrène, et après, à un moment donné, ça revient sur la double liaison. C'est exactement l'événement que je voulais. Je vais le redessiner. Par ailleurs, ici, comme ce n'est pas extrêmement petit, il est aussi envisagé que S point de temps en temps accroche du S. Donc tout ça, c'est quoi? Revenons sur mes petits croquis. C'est cet événement-là. Je suis partie d'un UP point, il accroche du S, éventuellement quelques S, et à un moment donné, il revient sur une double liaison d'une autre chaîne. Donc ce cas de figure, c'est exactement la description de l'événement que je désire. C'est pour ça que le petit bonhomme, on cherche à connecter S et UP. Regardons que dans l'autre cas, si la double liaison de la chaîne polyester est en Z, eh bien ça ne se passe pas bien. On se base sur l'étude cinétique de Granly, on regarde ces rapports de réactivité et nous on les traduit. R1M est égal à 0,01. Donc ça veut dire que ça c'est tout petit devant 1 et je traduis puisque R1 c'est égal à ça. J'en déduis que K1 est très petit devant K12. Le premier chiffre c'est le centre actif, c'est UP point. Il préfère réagir avec qui? Avec le monomère 2, c'est-à-dire S. Pour l'instant, ça va bien. Après, R2 est égal à 5, donc il est extrêmement grand devant 1. Donc ça veut dire que K de 2 est extrêmement grand devant K de 1. On traduit. Le premier chiffre, c'est le centre actif S point. Avec qui préfère-t-il réagir? Avec S. Qu'est-ce que c'est comme événement? J'ai créé un centre actif sur une double liaison et je ne fais que d'y accrocher du styrène. Je fais un branchement. Donc ça, pas content. Si la double liaison, si on n'a que des doubles liaisons Z dans ma chaîne polyester, qu'est-ce qui va se passer comme événement? Il va se passer cet événement-là. Ici, je crée un petit branchement et en aucun cas, je lie la chaîne de gauche à la chaîne de droite. Donc, c'est pour ça que quand on achète notre polyester qui est en configuration Z, on va faire en sorte qu'il y ait de l'isomérisation pour que notre copolymérisation se passe bien. Voilà toute l'histoire. Je vous laisse un peu de temps pour pouvoir noter quelques explications et répondre à des questions s'il y en a. Non, les rapports de... là, ce sont des rapports de réactivité, ce n'est pas une question d'encombrement uniquement. Il y a aussi la réactivité de la double liaison qui n'est pas la même quand elle est en configuration E et configuration Z. Voilà, donc en aucun cas vous devez apprendre les rapports de réactivité. C'est je vous redonne l'étude et vous me expliquer l'isomérisation est nécessaire pour que notre copolymérisation se passe bien. Oui, E est plus réactif. La double liaison en configuration E est plus réactive. Voilà, donc ça c'est vraiment une réaction qu'on souhaite en même temps que ça va réticuler. Comment on voit que E est plus réactif? Eh bien, parce que à un moment donné, ici, qu'est-ce qui caractérise la double liaison? Ici, R1. R1, c'est ce qui caractérise UP point, qui a le choix de soit de réagir avec UP, soit réagir avec S. Et on voit que R1 fumarique est plus grand que le R1M avec la double liaison Z. Mais à vrai dire, c'est abusif de dire est plus réactif parce qu'en fin de compte, une réaction, c'est vis-à-vis de quelqu'un. Donc,
s'il y a une conclusion à retenir, c'est pas celle-ci, c'est vraiment interpréter les rapports de réactivité, l'un par rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'on donne comme... On fait la comparaison de ce rapport de réactivité veut dire, cette inégalité veut dire que c'est cet événement-là qui est privilégié. Ce rapport de réactivité veut dire que c'est cet événement-là qui est privilégié, mais celui-ci-là n'est pas exclu. Donc ça, c'est typiquement l'histoire qu'on veut parce qu'on va lier une double-liaison d'une chaîne à une double-liaison d'une autre chaîne. Et pareil ici, ce rapport de réactivité veut dire qu'on a cette inégalité-là, ça veut dire que c'est cet événement-là qui est privilégié. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça la conclusion qui, au final, dit, la conclusion, c'est de dire que ici, les rapports de réactivité sont adéquats pour lier deux chaînes polyester entre elles. Alors que là, les rapports de réactivité ne sont pas adéquats. Ils privilégient plutôt le branchement que de la réticulation. Est-ce que j'ai été claire? Voilà, donc ça peut constituer par exemple une question de cours. Je peux continuer? Ok, on continue. Alors, on n'a pas fini de décrire tout ce qu'on mélange. J'ai évoqué le polyester, évoqué le styrène. Il nous faut former des radicaux. Pour former des radicaux, pour faire une polymérisation radicalaire, ici une copolymérisation radicalaire, il nous faut un système catalytique. Et ce système catalytique va être en premier lieu, évidemment, constitué d'amorceurs. Alors, l'industriel a tendance à parler de catalyseur. Le puriste, il va dire c'est un abus de langage puisque l'amorceur va être consommé, or que le catalyseur est restitué. Donc, très souvent, donc, ce sont des peroxydes organiques. Alors, ce que je vous demanderai, c'est de connaître à peu près la composition d'une formulation. Donc, on met des amorceurs, des peroxydes organiques, l'ordre de grandeur. On va faire simple, 1%. Donc, ils sont en faible proportion, mais toutefois, on va mettre encore des choses en plus faible proportion. On va retenir un ordre de grandeur, 1%. Il faut qu'on ait un mélange homogène. On avait déjà dit, notre styrène, il solubilise notre chaîne polyester. L'amorceur doit être aussi soluble dans ce mélange, donc il doit être soluble dans le monomère. Après, on va mettre un deuxième composant, un accélérateur. Je vais prendre mon crayon. Donc ici, on a des peroxydes organiques, ROR, qui vont se décomposer en faisant, j'aurais dû marquer en dessous, pardon, ROR, qui va se décomposer pour donner 2 RO points. Et là, on a commencé à faire apparaître des espèces radicalaires. Toutefois, on va faire des processus à l'ambiance. Et cette réaction radicalaire de rupture homolytique est parfois très lente à température ambiante. Donc c'est pour ça qu'on va mettre dans ces cas-là des accélérateurs. Donc ça va être l'art de la formulation de juger un petit peu la proportion de tout ça. Les ordres de grandeur, c'est qu'à peu près on a divisé par 10 la quantité d'accélérateurs par rapport à l'amorceur. Alors ces accélérateurs, donc une fois comprenez bien que c'est pour
adapter la cinétique à la mise en œuvre du composite, il peut être cet accélère de deux natures. C'est qu'il y a des combinaisons amorceurs, accélérateurs qui marchent bien et d'autres combinaisons qui marchent moins bien. Si l'amorceur précisément est un hydroperoxyde, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait ça, mais dans un des R, c'est un hydrogène. C'est ça un hydroperoxyde, il est représenté là. Et bien dans ces cas-là, une combinaison qui marche bien, c'est de prendre un dérivé du cobalt comme accélérateur. Donc je vous ai mis deux exemples, naphthénate ou octoate de cobalt. À titre d'exemple, vous avez les formules, elles ne sont pas à connaître. Dérivé du cobalt, ça me suffit. On peut regarder ensemble un petit peu ce qui se passe. Le cobalt, en degré d'oxydation 2+, va passer au degré d'oxydation 3+, c'est-à-dire qu'il va libérer un électron que va capter la molécule d'hydroperoxyde qui se casse. Si elle se casse, la molécule d'hydroperoxyde, on fait de la radicalaire, on obtient R au point et H au point. Mais le cobalt intervient, c'est-à-dire il va donner un électron puisqu'il passe sous la forme 3+. Eh bien, il y a un des deux qui va capter cet électron, et on le voit ici, qui c'est? C'est HO-. Ce n'est pas HO point qui se forme, mais HO-. Donc, c'est lui qui va capter l'électron donné par le cobalt. Et on a formé notre R au point qui, lui, va pouvoir amorcer une chaîne polymère. Copolymériser la doubliaison des chaînes polyester avec le styrène. Ce cobalt, après, peut revenir sous sa forme 2+. C'est-à-dire, il va capter un électron. Alors, ici, ça se casse ici. Si ça se cassait sans faire intervenir le cobalt, on aurait R au point et H point. Or, il y en a un des deux qui va perdre son électron pour le redonner au cobalt, lui permettant de repasser sous sa forme 2+. Regardons qui c'est qui le fait. Eh bien, c'est pas lui, c'est le proton H point qui libère son électron pour donner H+. Et du coup, on a régénéré le cobalt qui peut recommencer un cycle. OK? Voilà. Donc, qu'est-ce qui est à connaître? Voilà, on est rentré dans le détail. Maintenant, qu'est-ce qui est à connaître? Le système catalytique, je vous ai présenté deux constituants. Il est composé de 3 constituants. Le troisième arrive sur le slide suivant. Qu'est-ce qu'il y a dans ce système catalytique? Un amorceur, donc peroxyde organique, donc c'est ROR ou un hydroperoxyde, à peu près 1%. L'accélérateur, dont on va juger les quantités selon qu'on fasse un processus à l'ambiante ou pas, on en a à peu près 10 fois moins. Et l'accélérateur, sa nature va dépendre de la nature de l'amorceur. Si l'amorceur est un hydroperoxyde, comme accélérateur, c'est un dérivé du cobalt. Voilà ce qu'il faut connaître. Le reste, c'est du support en plus que je vous donne. Donc typiquement ça, je ne vous demande pas de le connaître, ça, je ne vous demande pas de le connaître. Je veux que vous ayez des idées, on n'est pas non plus besoin de rentrer extrêmement dans le détail de tout. Je vous demande d'en connaître un minimum. Donc je vous laisse le temps de noter.
Je vais peut-être effacer mes rajouts. Est-ce que je peux passer? Non, pas d'objection. Donc, on va voir le troisième partenaire de ce système catalytique. Ah, pardon, je n'ai pas tout à fait fini. J'avais évoqué les combinaisons amorceur-accélérateur. J'ai évoqué qu'une seule combinaison. Il me reste à évoquer une autre combinaison. Ici, l'amorceur est un hydroperoxyde. L'amorceur est parfois un peroxyde. Et dans ces cas-là, l'accélérateur, ce sont des amines tertiaires. Je vous ai mis un exemple, la diméthylaniline. Deuxième combinaison qui marche bien. Donc, si l'amorceur est un peroxyde, l'accélérateur, amine tertiaire aromatique. Alors évidemment, là, je les énumère l'un après l'autre parce que je viens d'évoquer qu'il y a des combinaisons qui marchent bien. Dans la formulation, on ne les met pas immédiatement l'un après l'autre, pas directement en contact, sinon c'est un petit peu réactif, un petit peu dangereux. La réaction elle pourrait être un peu trop exothermique. Donc ils ne sont pas mélangés l'un après l'autre, ils sont tous les deux ajoutés à la formulation, mais pas l'un après l'autre. On va les diluer avec les autres constituants. Donc là, c'est quand on a plus un hydroperoxyde, mais un peroxyde. Donc c'est des groupes alkyles R et R. Tout à l'heure, c'était un hydroperoxyde et on utilisait les dérivés du cobalt comme accélérateur. Je passe. Ok, donc le troisième partenaire du système catalytique, ça peut être surprenant, c'est tout le contraire, ce sont des inhibiteurs. En termes de quantité, on a encore divisé par 10 par rapport au constituant précédent, l'accélérateur. À chaque fois que je passe d'un constituant à l'autre, l'ordre de grandeur est à peu près divisé par 10. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous teniez à peu près les ordres de grandeur. Donc ici, on voit qu'on a à l'échelle du ppm, on va dire 100 ppm, on a divisé par 10 par rapport à la quantité de l'amorceur que je vous ai présenté précédemment. Alors, pourquoi il y a des inhibiteurs? Eh bien, supposons que la réaction va trop vite par rapport à la formulation. Il faut avoir le temps de mélanger les constituants, il faut avoir le temps qu'il y ait un bon contact entre la matrice et le renfort. Et si la réaction va trop vite, eh bien, ces inhibiteurs vont nous permettre de calmer le jeu, de ralentir la réaction. Donc, ce sont des composés qui vont réagir avec des centres actifs radicalaires pour former un autre radical
mais beaucoup moins nerveux. Lui, il s'arrête. Il ne va pas plus loin. C'est ça les inhibiteurs. Donc ça nous permet de régler la vitesse de notre formulation, de la réaction par rapport à la formulation. Et ces composés-là, eh bien, ils existent dans vos constituants. Quand vous stockez une bouteille de styrène, vous avez le styrène, évidemment, dans la bouteille, mais avec des inhibiteurs. Pourquoi? Parce que la lumière du jour, même si les bouteilles ont tendance à être ambrées pour limiter l'action de la lumière sur les produits chimiques, eh bien, cette lumière va générer des radicaux. Et si vous laissez très très longtemps votre styrène, bouteille de styrène, elle peut au final polymériser parce qu'il y a des radicaux qui vont finir par apparaître. Donc il y a toujours des stabilisants, des inhibiteurs dans les produits chimiques. Donc il y en a dans les produits chimiques et puis en plus vous pouvez en mettre dans votre formulation si la réaction va encore trop vite. Voilà, permet de régler le départ de la copolymérisation. Ça nous laisse le temps à disperser nos renforts et qu'il y a un bon contact entre matrice et renfort. Alors, quelques exemples, ce sont des exemples, hein, c'est pas à prendre. Des exemples de molécules qui sont inhibiteurs, ce sont très souvent des dérivés du catéchol. Donc, vous avez ici un catéchol qui est représenté. Donc ici, vous avez une version en para, et puis après, vous avez une version oxydée de l'hydroquinone. Donc tout ça, encore une fois, ce sont des molécules qui vont réagir avec les radicaux qui vont se présenter, mais ils vont donner, après réaction avec ces inhibiteurs, un radical qui n'est pas du tout réactif. Donc ça s'arrête. Donc ça inhibe la polymérisation, la croissance de chaîne. Ok, je vous laisse noter. Donc, qu'est-ce qui est à connaître? Le troisième constituant, inhibiteur, la quantité, l'ordre de grandeur, on a encore divisé par 10, et quel est son intérêt. Après, ce sont des informations à titre d'exemple. Je peux continuer? On continue. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a deux types de process. Soit un procédé à l'ambiante, qui va être dit à froid, soit on fait la réaction de réticulation en chauffant. Voici des graphes qui représentent la température du mélange en fonction du temps. Vous avez à peu près le même type de courbe qui vous dit que la réaction est exothermique. Dans le cas d'une copolymérisation à froid, vous avez ces graphes sur campus. Dans le cas d'une copolymérisation à froid, donc vous avez ce graphe, pardon. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Eh bien, il y a deux informations importantes. La température maximale qui va être dégagée, parce qu'il faut aussi surveiller ça. Le point de gel, ça c'est le point, c'est pot life, c'est-à-dire on a dit qu'au bout d'un certain temps, eh bien, on n'a plus la possibilité de mélanger parce que la viscosité va trop monter. Et donc, ici, ça représente le temps pendant lequel on peut bien mixer, mélanger
tous les constituants. Donc on les reprend. Il y a amorceur, accélérateur, inhibiteur, la résine, le comonomère, par exemple styrène, et qui c'est que j'ai oublié, et le renfort. Voilà. Donc, dès qu'on va commencer à mélanger tout ça, va y avoir une réaction chimique et elle va induire, on l'a dit tout à l'heure, une augmentation de la viscosité. Donc, on a un certain temps, un temps limite pour bien mélanger. Voilà. Donc, il y a deux informations, le point de gel, le temps à partir duquel on obtient le point de gel, et le temps à partir duquel on a la température maximale qui est dégagée, donc la valeur de la température maximale. Qu'est-ce que ça change quand on fait un procédé à chaud? On a le même type de courbe, sauf que initialement, on va avoir une période de chauffage qu'on visualise ici, et après, c'est strictement pareil. La seule différence, c'est que le point de gel va arriver plus vite, de même pour le point correspondant à un pic maximal de dégagement de température, et la quantité de chaleur dégagée va être plus importante. Mais sinon, c'est strictement pareil. Voilà, donc là, ça va plus vite, ça dégage plus de chaleur, si on fait court. Je vous laisse noter juste la conclusion. Le point de gel, c'est le temps que tu ne dois pas dépasser pour formuler ton composite. À partir de là, la viscosité va monter trop rapidement et donc il faut qu'au préalable, tout le mélange soit correct. L'imprégnation des fibres soit correcte. Après, le point de gel, la viscosité, elle monte trop. C'est le pot life. À chaud, c'est quand tu chauffes. En général, on va dire qu'il fait de l'ambiance, 20 degrés. Si tu fais un processus à 30 degrés, c'est un processus à chaud. Il n'y a pas de réponse exacte à ta question. À chaud, c'est que tu chauffes. Je passe. Alors, je vais vous décrire, et ce sera le dernier slide sur les polyesters, deux résines, deux types de résines, mais il y en a d'autres. Alors, je voulais évoquer déjà le point faible des polyesters insaturés. Quand on les réticule, eh bien, il y a une contraction, il y a un retrait qui est loin d'être négligeable. On a 6 à 15% de retrait. Et qui dit retrait veut dire porosité. Donc, si on fait un composite avec des polyesters insaturés, eh bien, il va être tel quel, si on le fait comme ça, de faible qualité. Donc, il va falloir trouver des astuces pour limiter ce retrait, pour limiter la porosité. Eh bien, l'astuce, c'est de faire la copolymérisation avec tous les constituants que je viens de vous présenter, en présence de polymères thermoplastiques qui sont juste spectateurs. Mais leur présence va faire que ça va limiter ce retrait. Alors, comme leur présence n'apporte rien en termes de propriétés mécaniques, ça va être considéré comme des charges. Donc, deux exemples de thermoplastiques qui peuvent être
utiliser du polystyrène, donc qui n'a rien à voir avec le styrène qu'on va copolymériser avec le polyester insaturé. C'est le hasard veut qu'on a pris un polymère qui soit le même pour faire notre mélange. Donc, le thermoplastique qu'on peut utiliser pour limiter le retrait, ça peut être du polystyrène ou du PMMA. Et ça, c'est vraiment spectateur. Ça n'a rien à voir, ça ne participe pas du tout à la chimie de réticulation que je viens de vous présenter. Leur rôle, limiter ce retrait. Et deuxième type de résine qui est très connu, ce qui est des résines assouplissantes. Alors, il ne faut pas croire qu'on est en train de faire notre lessive. C'est pourquoi je l'ai mentionné, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment c'est le grand point fort des résines polyester qui sont on va faire du composite à façon. Selon les constituants du polyester que vous avez acheté, vous pouvez passer d'une résine qui sera rigide à une résine qui sera très souple. Donc ici, vous avez des groupements qui font que c'est rigide. Par exemple, dans l'anhydride orthophthalique, c'est indéniable que ça va être le noyau benzénique qu'on va trouver dedans. Et si vous voulez apporter de la souplesse au matériau, eh bien, il faut favoriser au maximum dans les monomères des motifs CH2, CH2. Pourquoi? Parce que vous avez plein de rotations possibles. Si je fais les représentations dans l'espace, voilà. Si on fait une représentation spatiale, eh bien, vous avez plein de rotations. Bon, encore rouge, tant pis. De rotations possibles. Ces rotations se font grâce à la température. Ça n'abîme pas la chaîne, mais ça fait que le matériau, du coup, est souple. Donc, si vous avez des monomères qui possèdent beaucoup de segments CH2, CH2, eh bien, vous allez avoir une matrice souple, dite assouplissante. Alors que là, ça va être plutôt des matrices rigides. Voilà, c'était mes derniers mots sur les résines polymères. Alors, d'abord, il ne faut pas le voir tout seul. Ça, c'est les constituants, c'est les monomères utilisés dans le polyester que vous allez acheter. Encore une fois, tu me parles de solubilité, donc hydrosoluble, il y a la solubilité qui est évoquée. Encore une fois, le polyester, il va être dissous dans le monomère avec lequel on le copolymérise. Par exemple, le styrène, c'est ce que j'ai abondamment décrit, ou alors le monomère allylique, ou alors le MMA, ou alors un dérivé du styrène. OK? Donc, on est en phase organique. Donc, hydrosoluble, en plus, il y avait une question de solubilité dans l'eau. OK? Donc, ces deux questions, les deux notions que tu abordes n'ont pas lieu. D'abord, moi, ici, j'ai mentionné les monomères utilisés dans le polyester, mais on va utiliser le polyester fini. On achète le polyester au fournisseur, ce n'est pas nous qui le faisons. Et selon les monomères qu'il a utilisés, le fournisseur, on aura plutôt des matrices qui sont dites rigides ou des matrices qui sont dites souples. OK? Et la copolymérisation se fait en solubilisant le polyester dans le monomère avec qui on copolymérise. On est en phase organique. Je vais effacer mes rajouts. Voilà, donc on retient, j'ai parlé pas mal des résines polyester, c'est le plus gros tonnage. Pourquoi sont-elles aussi importantes? Elles sont pas chères et on peut faire tout comme propriété. Du souple, du semi-rigide, du rigide. Extrêmement apprécié pour ça. Je peux changer. On va maintenant voir un autre type de matrice qui est extrêmement répandue.
et qu'on va utiliser en TP. Les résines époxydes. Alors, d'abord, quelques mots d'introduction sur les résines époxydes. Contrairement aux résines polyester, elles ne donnent peu de retrait lors de leur réticulation. On va voir qu'elles vont donner, grâce à leur hétéroatome, une forte adhésion avec le renfort. Et ce sont des matériaux qui vont être extrêmement résistants, chimiquement et mécaniquement. Donc, on fait très souvent du composite haute performance avec des résines époxydes. Je vous laisse noter cette première description, et puis après, on va rentrer un peu plus dans la chimie, dans la structure de ces composés. Donc, toutes les formules chimiques sont données sur eCampus. Encore une fois, je ne vous demande pas de les connaître, je vous demande de les reconnaître. Je vous donne cette structure chimique, il faut savoir de qui on parle. Alors lui, vous ne vous inquiétez pas, on va tellement l'utiliser que vous allez le connaître. Mais voilà, il faut le reconnaître. Alors, je le décris. Son petit acronyme, JEBA, on va prononcer 50 000 fois. Je vous ai mis en couleur d'où vient l'acronyme JEBA. Ça vient de diglycidyl éther du bisphénol A. À force, vous allez le connaître. On le décompose. Diglycidyl, il y a 2 fois la fonction glycidyl éther, qui est entourée en rouge. Une extrémité à gauche, une extrémité à droite. Donc 2 fonctions glycidyl éther. Et ce petit polymère, c'est des tout petits polymères, a été fait en utilisant un alcool qui s'appelle le bisphénol A. Donc, il est présenté sur un slide qui suit, je crois. Ici, il y aura un H, ici, il y aura un H. Donc, c'est l'alcool qui a permis de synthétiser ce petit polymère. Voilà, donc qu'est-ce qu'on doit connaître? Son acronyme et puis le nom. Reconnaître les fonctions pour comprendre la logique des mots. Donc ça, c'est un groupement glycidyl-éther. La connectique éther, elle est là. Glycidyl, c'est là. Et on a notre alcool qui est là. Alors, c'est des petits polymères qu'on va obtenir par polycondensation. On va faire ça en exercice. Et donc, il y a un petit motif qui se répète. Pourquoi je dis petit? C'est parce que la valeur de n va être toute petite. Regardons un petit peu les valeurs de n. Si n inférieur à 1, ça nous permet d'avoir une résine liquide. Je vais parler de viscosité parce que ça va être beaucoup un problème pour certaines résines. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec ce type de résine. Si n est tout petit, n inférieur à 1, ça va, la résine est liquide et donc on va pouvoir imprégner facilement nos fibres. Si n est supérieur à 1, eh bien, on a quelque chose de pâteux, voire solide. Et dans ces cas-là, il n'y a aucune imprégnation qui peut se faire. Le composite, il sera raté, ça c'est sûr. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il est forcé de faire un processus en chauffant pour diminuer la viscosité de notre prépolymère. Alors, souvent, la question que j'ai, c'est qu'est-ce que ça veut dire n inférieur à 1? Eh bien, en fin de compte, c'est un mélange de tout petits trucs pour lequel n égale 0, pour lequel n égale 1. Et la moyenne fait que on a un n inférieur à 1. n égale 0, ça fait glycédyl, le bisphénol et encore glycidyl éther. Et n égale 1, vous voyez bien ce que ça représente. Donc, c'est vraiment des tout petits trucs. Alors, on a des astuces pour diminuer cette viscosité qui est vraiment un vrai problème. C'est vraiment un très gros problème lorsque c'est pas fluide.
Alors ça, c'est sur eCampus. Du coup, est-ce que je peux passer? Alors, quelles sont les astuces pour diminuer cette viscosité? Eh bien, au final, je vais vous donner des chiffres de viscosité. On n'est pas tout à fait obligé de commander le djeba. On peut commander un de ses cousins. Et le cousin, ça va être ici l'alcool utilisé par le fournisseur. Ça ne va pas être deux groupements méthyl, mais deux protons. Et dans ces cas-là, il s'appelle le djebef. Voilà, donc si je présente un peu les deux en même temps, on voit un peu les deux. Voilà. Ici, ça c'est l'alcool qui a été utilisé pour synthétiser le djeba. Il a deux méthyls à son centre, cet alcool. Eh bien, on les a remplacés, enfin, on a utilisé un autre alcool où ce n'est pas des méthyls, mais c'est des H. Et le résultat, c'est-à-dire la résine qui résulte de la polycondensation de ce diol avec, on va voir, l'épichlorhydrine pour obtenir ce truc-là, mais avec des H à la place des méthyls à cet endroit-là, eh bien, va permettre d'avoir une résine qui est plus fluide. Je vais vous donner des chiffres. Donc ça, dans ces cas-là, ça nous permet d'envisager des processus à froid avec le djebef. OK, je vais projeter la totalité du slide. Une autre variante avec des résines époxydes. Donc l'époxyde, il est ici. Précédemment, que ce soit pour le djeba ou pour le djebef, notre prépolymère, il a, je reviens en arrière, désolé, un groupement époxyde à gauche, un groupement époxyde à droite. Fonctionnalité de ce truc-là, F égale 2. Si ça pose un problème, les fonctionnalités, c'est dès maintenant. Sinon, vous allez vous tromper dans les exercices et à l'examen. Donc, la fonctionnalité du djeba et du djebef, c'est 2. Une fonction époxyde à droite, une fonction époxyde à gauche. On peut avoir des résines qui sont un petit peu différentes, qui possèdent les groupements époxydes, plus en extrémité de chaîne, mais en groupement latéral, ce qui permet d'augmenter leur nombre, le nombre de sites réactionnels. C'est ce qu'on appelle les résines Novolac époxydées. Encore une fois, là, c'est vraiment le nom qu'il faut connaître et la reconnaître. Que dire par rapport entre cette structure-là et cette structure-là? Ici, on vous dit qu'il peut y avoir ici un méthyle ou un proton. J'ai envie de dire, on s'en moque. On va juste reconnaître qu'est-ce que c'est que Novolac. C'est les groupements époxydes en groupements latéraux. Encore une fois, le N, ici, va être très modéré pour obtenir des résines liquides. On vous dit que la fonctionnalité habituelle de ce type de résine est comprise entre 2,2 et 2,5 pour avoir des résines liquides à température ambiante. Voyons si vous comprenez bien, parce que l'année dernière, je me suis aperçue que ce n'était pas évident. Si F égale 2,5, que vaut N? Je pose ma question. Si la fonctionnalité de la résine Novolac époxydée que vous achetez est de 2,5, que vaut N? Les sites réactionnels sont les groupements époxydes. Non. Je prends mon crayon. Combien j'ai de groupements époxydes ici? 1 à l'extrémité de gauche. Au milieu, N, et 1 sur l'extrémité de droite. Ça fait la fonctionnalité. Donc si F égale 2,5, c'est que le N égale 0,5. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La fonctionnalité, c'est le nombre de sites époxydes. Donc je les compte. Donc je suis capable de corréler la F. Si F égale 2,5, j'ai pris cet exemple-là, j'ai dit on achète celle-ci,
Eh bien, que vaut n? N égale F moins 2. 2,5 moins 2 égale 0,5. C'est clair, Gabriel? Excusez-moi, en fait, je parlais de petit f. Pourquoi c'est pas égal à 3? Parce que là, il y a trois fonctions. Trois fonctions. Ah, encore une fois, c'est un petit polymère. Qui dit polymère dit mélange. Et donc ici, c'est un n moyen. Ah oui. Donc, c'est pas choquant que ça soit un chiffre à virgule. Parce que D'accord. j'ai des molécules qui ont n motifs. Il y en a qu'on en a n plus 1, il y en a qu'on a n moins 1. Et le résultat, ça va être un chiffre à virgule. OK? Ça marche, merci. Ok, donc ça c'est important parce que je me suis aperçu que l'année dernière, il y en a qui n'avaient pas fait le parallèle entre le N et la fonctionnalité. À chaque composé, posez-vous la question quelle est la fonctionnalité du composé parce qu'on va faire des mélanges et ça va être corrélé à la fonctionnalité des constituants. J'efface mon gribouillis. Et donc tout ça c'est donné. Donc je pense que je peux continuer, comme si vous me dites stop. Donc je continue. Alors quel est l'intérêt de ce type de résine? Eh bien, puisqu'il y a plein de sites réactionnels, plein de sites époxydes par rapport au GBA ou au GBF, enfin plein c'est supérieur à 2, eh bien, tous ces sites, c'est ce qui va permettre d'accrocher les chaînes polymères entre elles. Donc, ça va faire des densités de réticulation élevées. Et du coup, ça veut dire que notre réseau, il sera très connecté, très réticulé, et ça va donc lui conférer une très bonne résistance chimique et thermique. C'est toujours F-2. Ah bah oui, si vous avez ça comme structure, la relation que j'ai écrite tout à l'heure est toujours vraie. F, 1 plus n plus 1 est égal à F, toujours. Mais j'espère que ça vous paraît logique. Voilà, donc l'intérêt de la résine Novolac par rapport au GBA et GF, c'est qu'on a un nombre de sites époxydes supérieur à 2, donc on va avoir plus de connexions, plus de points de réticulation que lorsqu'on réticule du GBA ou du GBF. Et donc ça va donner une meilleure résistance au matériau final, chimiquement et thermiquement. Alors, c'est pas dit qu'on exploite tous les groupements époxydes parce qu'on peut avoir un peu de gêne stérique. Donc, des fois, la réticulation est un petit peu gênée à cause de l'encombrement. Mais toutefois, on aura une densité de réticulation supérieure à celle obtenue avec le GBA et le GBF. La fonctionnalité soit inférieure à 2, c'est ça? Non, c'est possible, et tu vas voir que c'est un vrai problème, que ça a ses inconvénients. Dans le GBA, le GBF, F égale 2. Dans les résines Novolac époxydées, F strictement supérieur à 2. Pour d'autres constituants que je ne vous ai pas encore présentés, qui vont arriver, on a le temps, eh bien, on aura parfois un F inférieur à 2 et on dira les conséquences que ça induit. Alors, je continue un petit peu mon catalogue de résines qu'on peut utiliser. Je vous ai évoqué précédemment des résines qui avaient des groupements glycidyl éther. Et bien maintenant, on peut avoir des résines qui ont des groupements glycidyl amine. La différence, c'est qu'on a substitué l'oxygène par un atome d'azote. Donc celui-ci étant trifonctionnel alors que l'oxygène étant difonctionnel, l'utilisation d'un atome d'azote fait qu'on aura 2 cycles époxydes au lieu de un seul. Donc les résines glycidylamine peuvent être mixtes. Ici, on voit qu'on a une extrémité glycidyl éther à gauche, une extrémité glycidylamine à droite. Ou alors, on a une résine qui est complètement glycidylamine à droite
comme à gauche. Allez, maintenant on s'interroge sur la fonctionnalité de ce type de résine. Quelle est la fonctionnalité, je ne vous donne pas encore la réponse, du TGAP? Quelle est la fonctionnalité de cette molécule? Je compte le nombre de cycles époxy. 1, 2, 3. C'est bien. Donc je pense que le deuxième, ça va aller facilement. Quelle est la fonctionnalité du TGDDM? 4. C'est bien, vous avez tous compris. Qu'est-ce qui est à connaître? La fonction glycidylamine. Et donc les reconnaître. Eh bien, c'est bon si vous savez répondre. On continue. Ça, ces structures vous sont données, donc je peux continuer. Et vous me le dites si je vais trop vite. Hein. On continue. Alors, dans cette famille de résines époxydes arrive encore une matrice qui peut être utilisée, une résine qui peut être utilisée. Elles sont un petit peu particulières. Ce sont des résines cycloaliphatiques. Elles sont particulières, pourquoi? Parce que vous avez le groupe époxyde qui est très souvent inséré dans un cycle saturé, qui est dit aliphatique. Résine cycloaliphatique. Donc il n'y a pas de noyau aromatique, il n'y a pas de double liaison. Voilà, c'était le dernier candidat et maintenant on va faire un petit peu une étude comparative pour vous évoquer ce problème de viscosité. Quand on parle de viscosité, toujours dans l'idée, c'est parce que je pense à la mise en œuvre, il faut que ma matrice mouille bien mon renfort, sinon je n'en aurai pas un composite de qualité. Donc je parle de viscosité. Si je parle de viscosité, il est capital de spécifier la température à laquelle j'énumère des faits. Je donne des valeurs numériques, il faut dire à quelle température. Donc, des viscosités linées, les viscosités que j'évoque, elles sont données principalement à 25. Il y en a une que je n'ai pas réussi à trouver à 25. Donc, on verra comment on interprète le résultat. Prenons la première, le djeba. L'ultra, c'est la star, c'est le plus connu. Sa viscosité est problématique parce qu'elle varie de 7000 à 15 000. C'est beaucoup. Je vous avais dit que si je remplace les groupements méthyl présents dans le djeba par des protons, je passe à la résine qui s'appelle djebef. Je compare bien à la même température, donc mes valeurs sont comparables. Vous voyez que j'ai bien diminué ma viscosité de ma matrice. Après, je vous ai parlé les résines glycidylamine, la mixte, la 100% glycidylamine. Alors la mixte, elle est encore intéressante, encore plus intéressante. Pourquoi? Je baisse encore plus ma viscosité. Donc la formulation sera encore plus aisée. Reprenons maintenant le résultat de l'autre résine glycidylamine avec sa fonctionnalité égale à 4. Alors la fonctionnalité est de 3000 à 6000. Ah, c'est un A là. Je vais arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez de la viscosité de cette résine à 25 degrés si je l'avais trouvée? Ici, c'est une valeur numérique que j'ai trouvée à 50 degrés. Voilà. Donc ça veut dire que si je la compare aux autres, c'est une résine qui est extrêmement visqueuse parce que à 25 degrés, j'aurai des valeurs numériques plus élevées. Plus je chauffe, plus c'est fluide. Donc à 25 degrés, ces valeurs numériques seraient plus élevées. Donc ça c'est problématique, la viscosité pour cette résine glycidylamine. Dernier candidat, les résines un petit peu atypiques par leur structure, elles sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont extrêmement fluides. OK? Eh bien, il est 59. Est-ce que j'ai le temps de faire? Non, ben, je vous laisse le temps de noter et on va s'arrêter là pour le cours et puis on va basculer après en TD. Puisqu'il ne nous reste même pas une minute. Donc, si vous voulez, je peux encore répondre à quelques questions. Après, on va passer au TD. Donc, le TD, je vous l'avais envoyé par mail. J'espère que vous avez commencé un petit peu à regarder. On va le faire en utilisant la tablette, donc il va falloir que je change la configuration. Je vais le faire pendant la pause.
se retrouve tout à l'heure dans un quart d'heure.